Elle a eu un gros soulagement à Kafountine et même au-delà, l'arrestation du meurtrier présumé de la dame Awa Cissé constitue une bouffée d'oxygène pour la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. La dite plateforme salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. La marche prévue samedi pour la protection des femmes toujours maintenue. L'agent de police qui s'est donné la mort à Kaffrine en se tirant une balle. Les causes des suicides toujours pas connues. L'enquête se poursuit et l'on attend encore les résultats de l'autopsie. L'agent en question est originaire de Thiès. L'affaire de l'imam sénégalais qui sera expulsé de la France pour radicalisme. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal s'en désole et parle d'une frilosité de la France, même si Ismaël Ndiaye, le secrétaire général, condamne les propos prêtés à cet imam qui, dit-il, ne sont pas conformes aux enseignements de l'islam. Baccalauréat 2024, début du second tour ce mercredi. Les résultats donc au terme du premier tour révèlent un taux de réussite de 24,41%, amélioration significative par rapport aux 2 dernières années. À suivre le journal international Le Sport qui reste dominé par la deuxième demi-finale de la Coupe d'Europe, Pays-Bas-Angleterre, coup d'envoi 19h. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba, point de vue, recensement de la population, le rapport de l'ANSD fait état d'une déscolarisation des jeunes au Sénégal. Quelle analyse en faire et quelles solutions? Rendez-vous tout à l'heure avec nos 2 intervenants. Abdoulaye Diop est à la technique de ce journal. Bienvenue. Direction Kaffrine où les langues se délient encore. Suite à la mort d'un agent de police, il s'est suicidé en se tirant une balle. Jusque-là, le mobile de son suicide n'est toujours pas connu, mais l'enquête se poursuit. Le corps a été acheminé à l'hôpital régional de Kaffrine pour les besoins de l'autopsie et l'inhumation est prévue vendredi. Ce sera à Thiès. C'est en février 2023 que le brigadier chef issu de la 36e promotion de l'École nationale de police a été affecté au commissariat central de Kaffrine. Paul Alphonstine, âgé de 79 ans, était marié et père de 2 enfants. Selon le commissaire Fall de la police centrale de Kaffrine, le défunt avait un comportement irréprochable envers ses collègues, discret et il se limitait juste au travail. Pour le moment, les motifs de son suicide sont toujours inconnus et la dépouille du défunt Paul Alphonstine est à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine pour les besoins de l'autopsie. Le corps sera acheminé à Thiès et l'enterrement est prévu pour ce vendredi dans la capitale du rail où se trouve sa famille. Dayaoube, Kaffrine, Radio Futur Média. Gros soulagement à Kafountine et même au-delà, l'arrestation du meurtrier présumé de la dame Awa Cissé qui constitue donc une bouffée d'oxygène. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Elle maintient la marche prévue samedi, marche pour la protection des femmes. Nous écoutons là-dessus Ndeye Maricham, la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, au micro de Lamine Ba. Nous avons eu la confirmation de l'arrestation du tueur de Awa Cissé. Nous profitons morte dans des conditions inhumaines. Nous profitons de votre radio pour saluer la compétence et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité de notre pays. La gendarmerie a renforcé, a dessus également le contrôle d'identité. Quant à nous, organisation de la société civile, avec l'appui de toutes les organisations du Sénégal, nous comptons poursuivre notre plan d'action, y compris la marche qui aura lieu le samedi 13 juillet à Kafountine à 15h. Nous y invitons toutes les femmes du Sénégal. L'ordre doit être instauré à Kafountine pour que les populations n'aient plus à vivre une telle psychose. Nous exigeons la réactivité dans les réponses aux violences faites aux femmes dans tout le pays. Et nous parlons de l'affaire de l'imam sénégalais interpellé puis expulsé de la France. Il doit être expulsé ce mercredi même. L'homme est accusé d'avoir prononcé des prêches discriminatoires, notamment envers les femmes. Cet imam vivait en France, cela fait une vingtaine d'années maintenant, et est bien suivi sur les réseaux sociaux. Selon les autorités françaises, ces personnes n'ont rien à faire sur le territoire français. Famadion.
L'imam, dont le nom n'a pas été rendu public, était sous le collimateur des autorités françaises depuis des années. Sénégalais d'origine, l'homme est âgé d'une 50aine d'années et est ancien éducateur sportif. En mai dernier, les services de sécurité français ont émis une note et l'expulsion de l'imam de l'Hexagone a été ensuite envisagée. Il lui est reproché de tenter d'imposer des idéologies islamistes radicales au sein de la communauté musulmane française. Ces prêches sont donc jugées discriminatoires envers les femmes. Et depuis quelques jours, la décision de l'expulser a été prise. L'imam a été appréhendé hier par la police française et devrait être expulsé dans les heures qui ont suivi. L'imam sénégalais vivait en France précisément à Troyes depuis près de 20 ans et d'après les autorités françaises, ces prêches appellent à la violence contre les non-musulmans. Le secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, justement, qui s'insurge contre la sortie du ministre français de l'Intérieur annonçant l'expulsion de cet imam sénégalais. L'imam Ismaïla Ndiaye note une frilosité de la France sur les questions de migration et l'islam. Toutefois, il condamne les propos prêtés à cet imam sénégalais, des propos qui, dit-il, ne sont pas du tout conformes aux enseignements de l'islam. L'imam Ismaïla Ndiaye au téléphone avec El Hadji Ndiogou Diène. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a lieu de changer de fusil d'épaule. Je le dis à mon jeune frère Darmanin que les musulmans sont devenus une réalité en France. Il faut arrêter de suivre cette vision sarkozyste qui voulait utiliser l'immigration, l'islam pour des raisons politiques. Aujourd'hui, il faut comprendre que les musulmans ont le droit de s'exprimer dans la République française. Éviter à chaque fois qu'il y a qu'on sort d'une élection, qu'on remet au goût ces questions sur l'islam, des imams, alors qu'on le sait, le choix des imams en France n'est pas quelque chose d'organisé. Ce sont les communautés qui s'organisent pour choisir leur imam. Maintenant, si on doit revenir à cette question par rapport au statut des femmes, à la relation entre les musulmans et les non-musulmans, il est évident que les propos portés à l'imam sont des propos qui sont en porte-à-faux avec les enseignements de l'islam. Peut-être il veut faire référence à la sourate 33, verset 33, d'ailleurs il y a une coïncidence à ce niveau-là, qui parle du fait que les femmes doivent privilégier leur activité intérieure. Et là, le Coran même parle des femmes du prophète. Ce que les savants disent, ça peut englober toutes les autres femmes. Mais c'est ce même verset qui dit comment les femmes doivent, lorsqu'elles doivent sortir. Alors, pour le deuxième sujet, sur la relation entre musulmans et non-musulmans, c'est aussi le comportement du prophète qui contredit cela. Le prophète a envoyé les premiers groupes de musulmans aller se réfugier auprès d'Égus, en Éthiopie, qui était un chrétien. Et c'est le prophète qui leur demande de le faire parce que c'était quelqu'un d'équitable, c'était un homme de bien. Cela montre que le comportement du prophète, et même le Coran, dans la sourate 60, verset 8, qui dit qu'il vous est recommandé d'être en de bons termes, d'avoir de bonnes relations avec qui vous ne partagez pas le même credo de foi. L'imam Ismaïla Ndiaye, le secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Midi, 8 minutes, une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais tantôt, les épreuves du second tour du baccalauréat général qui ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. À Saint-Louis, les candidats des jurys 1202 et 1203 jugent les premières épreuves abordables. Ils ont bon espoir de réussir à l'issue du deuxième groupe. Le reportage d'Ousseynou Diop à suivre dans nos prochaines éditions. Les résultats provisoires à l'issue du premier groupe justement du bac révèlent un taux de réussite de 24,41%, amélioration significative par rapport aux 2 dernières années académiques. Anna Rocha. Malgré des épreuves jugées difficiles, 37 826 candidats ont su tirer leur épingle du jeu dès le premier tour du baccalauréat. Un taux de réussite de 24,41% contre 22,13% l'année dernière. En valeur absolue, ça fait un peu plus de 3500 candidats. Parmi ces admis, une majorité de filles, 20 221 contre 17 605 garçons. Jusqu'ici, le plus grand nombre d'admis est enregistré dans la série L2, 16 672 admis, suivi de la série S2, 9 232 admis, puis de la série L' avec 6 506 admis. En S1, par contre, les garçons ont damé le pion aux filles. Sur les 585 candidats admis dès le premier tour, les 328 sont les garçons. Par ailleurs, les résultats provisoires publiés par l'Office du bac montrent que le nombre d'admissions avec une mention a aussi connu une hausse. 9 187 contre 7 642 en 2023, c'est-à-dire
1545 mentions de plus, 156 mentions très bien et 1483 mentions bien. L'année dernière, sur 155 109 candidats, 77 284 avaient réussi à décrocher le premier diplôme universitaire, soit un taux de réussite de 51,54%. Anna Rocha, vous avez sans doute constaté l'engouement, oui, un grand engouement autour de ce diplôme du baccalauréat. Le père, la mère, on dirait même toute la famille, pratiquement tout le monde se mobilise autour de l'élève candidat. Pourquoi un tel engouement? Les enjeux du baccalauréat au Sénégal, Mohamed Ali Mouba a demandé à un spécialiste. Le bac est un parchemin, mais il est loin d'être un diplôme comme tous les autres. C'est avant tout un rite de passage. Jean-Martin Colly, docteur en sociologie. Le premier monde que les élèves vont quitter, c'est globalement le bloc composé par le collège et le lycée, qui dans son administration pédagogique, académique et didactique répond à des normes très précises, à savoir des élèves qui sont suivis sur la forme d'un apprentissage qui est proche, avec un encadrement, je vais dire, qui est complètement structuré autour de leur prise en charge. Ce qui les mène au bac, et le bac résonne pour eux comme une finalité, comme un aboutissement. Et donc, il est tout à fait normal. Les individus arrivent de manière pratique, voire même de manière symbolique, sur la fin d'un parcours, souhaitent ou veuillent même passer le cap. Donc, mettez-vous à la place d'un individu qui se dit, écoute, je suis enfin à la fin du parcours. Et à la fin du parcours, on lui dit que tu n'y es. Donc, c'est tout à fait normal que cela soit dramatique. Donc, c'est un symbole, c'est un passage. Passage vers un autre monde, celui de la liberté, celui du monde des adultes, mais pas que. Et quand on est au lycée, le monde de l'université est un monde plus ou moins fantasmé, parce qu'il est perçu comme le monde de la liberté, le monde des adultes, le monde où on s'attend à faire ce que l'on veut, où on sera moins surveillé et moins confiné que lors du parcours lycée. Donc vous avez très bien vu que le monde du supérieur fonctionne comme un élément extrêmement aspiré d'individus, plus de liberté, pour plus d'autonomie et pour être traités enfin comme des adultes. Donc ce symbole-là est un poids sur le parcours des uns et des autres à travers un souhait d'émancipation individuelle. La question devient une préoccupation de la famille, de la communauté. Le bac pèse sur la famille. Il est question de fierté familiale, il est question de représentation familiale dans un environnement. Donc l'enfant qui passe de bac, mettez-vous un peu à sa place, va porter sur lui le poids d'une famille dans des éléments d'appréciation relatifs à un environnement. Ici, dans cette question-là, il n'est plus sujet uniquement à de la prestation académique ou à une performance scolaire. Non, il est sujet de représentation et de porter fièrement en parcours. Et donc je pense que sur ça, les familles aussi sont sensibles à ce que l'on pense d'elles. Et ce que l'on pense d'elles se conjugue en termes d'appréciation. Est-ce qu'elles ont bien accompagné leur enfant? Est-ce qu'elles l'ont bien surveillé? S'il n'a pas réussi son bac, vous avez vu, il risque d'échouer. Donc c'est la famille entière qui passe le bac en même temps que l'élève. Le baccalauréat est en tout cas le premier diplôme universitaire qui ouvre aux candidats les portes de l'université. C'est aussi le début d'une nouvelle aventure dans la vie professionnelle. Mohamed Ali Mouba, justement, et les scènes de liesse pour certains, les larmes pour d'autres lors des délibérations des résultats au niveau des centres d'examen en disent long sur l'importance du baccalauréat. Opération de déguerpissement dans la banlieue à Keur Massar. Les ambulants et tabliers principaux concernés ont mis en place une association pour mieux porter la lutte. Eh bien, c'est parce qu'ils disent subir une injustice. Ils prévoient d'ailleurs d'organiser un vaste rassemblement dans quelques jours pour signifier leur colère aux autorités. Le ton a été donné lors d'une conférence de presse. Pape Diop, le président des marchands ambulants et tabliers de Keur Massar, avec Aminata Ba. Depuis quelque temps, on a subi des séries de déguerpissements sans tolérance. Même dans les marchés, on a déguerpi les marchés. Et quand on dit il faut aller vendre, on te dit il n'y a qu'à partir dans un marché. Même si on déguerpit les marchés, mais ils n'ont qu'à trouver un autre site de recasement où on peut recaser certains commerçants. Parce que nous sommes des citoyens. Le gouvernement doit organiser ses citoyens, doit accompagner ses citoyens, soit côté financement, côté formalisation. Mais on voit un gouvernement qui déguerpit sa population, un gouvernement qui rejette sa population, un gouvernement qui encourage sa population d'aller périr dans les mers, un gouvernement qui encourage sa population d'aller être des agresseurs. On est dans quel pays? Nous avons voté pour la rupture, donc nous n'avons pas voté pour la continuité. Donc si on a élu le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, c'est pour régler. Et pourtant Ousmane Sonko, lorsqu'il nous vendait son projet, il nous disait
il avait des solutions. Mais aujourd'hui, où sont ces solutions? C'est ce que nous lui demandons. Nous demandons le Premier ministre Ousmane Sonko de nous recevoir le plus rapidement possible dans une table de négociation qu'on règle le problème des marchands tabliers pour une fois pour bonne pour tous. Nous avons pris des plans d'action que nous allons mener d'ici peu de temps. Nous allons nous faire une démonstration de force. Oui, et la tourmente de ces producteurs maraîchers de Babak dans le département de Bambey, il lance un cri du cœur et demande l'aide des autorités face à l'insécurité grandissante dans la zone. Des individus encore non identifiés ne cessent de venir saboter pendant la nuit les appareils et autres machines de l'unique forage de la localité, ce qui les prive d'eau pour poursuivre leurs activités. Babacar Diouf. La menace n'a jamais été aussi pesante pour les maraîchers de Babak, un village de la commune de Ndangalma. Babacar Diouf, le porte-parole. Le maraîchage nécessite beaucoup d'eau. C'est pourquoi nous ne pouvons pas compter sur d'autres personnes qui ne connaissent pas le métier. Vous voyez les pépinières, ils sont en train de flétrir. Une partie de la population de cette bourgade veut à tout prix s'impliquer dans la gestion du forage exclusivement construit pour cette activité maraîchère. Ce forage, Caritas l'avait construit uniquement pour nous les maraîchers. Maintenant, les populations veulent s'impliquer dans la gestion. C'est inadmissible, c'est pas possible. Face au refus des maraîchers, ils ne cessent de saboter les installations du forage, plongeant ainsi le village dans un manque d'eau totale. Mbaye Thiaw, imam. Par deux fois, ils sont venus juste devant la porte de la ferme. Une troisième fois, ils sont venus saboter les installations électriques du forage, nous plongeant ainsi dans un manque d'eau totale. Ce n'est pas possible. Les autorités sont alors invitées à prendre les mesures pour éviter une confrontation entre membres d'une même communauté. Bambey, RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, merci. Le calvaire des habitants de Félir. Félir, c'est un village insulaire situé dans le département de Foundiougne. Depuis des années, il demande à être raccordé au réseau de la Sénélec et depuis lors, il se cotise pour disposer de l'enveloppe nécessaire, mais il peine toujours à disposer de la somme. Pire encore, le pont à péage de Foundiougne est venu couper les villages du reste du département. Aminata Goudiaby. Dans ce village non loin du pont de Ndahanga et de la ville de Foundiougne, les habitants ne peuvent plus dissimuler leur détresse. Ils ont assez supporté le calvaire lié à l'absence d'électricité. La centrale solaire qui alimentait le village de Félir est en panne depuis longtemps. Lamine Diamé, habitant du village, estime qu'une cotisation est initiée par les populations pour le raccordement du village au réseau de la Sénélec. La centrale solaire est en panne depuis plus de 5 ans. Chaque habitant de ce village, hommes et femmes, même ceux qui sont à l'extérieur, cotisent 10 000 francs par personne pour raccorder de Ndahanga à Félir. Nima Bob est élève. Nous demandons les autorités de nous aider s'il fait très sombre la nuit. S'il veut apprendre tes leçons, pas de courant. Félir, ce village insulaire situé dans la commune de Djirnda, est devenu enclavé avec la construction du pont à péage de Foundiougne. Les habitants se déplacent avec beaucoup de difficultés. Le village n'a pas de collège, encore moins de lycée. On se lève à 6 h du matin, prendre une pirogue, aller à l'école. Mais si tu descends à 2 h, tu n'auras pas de pirogue. Tu es obligé de rester à Foundiougne jusqu'à 18 h ou bien prendre le pont marcher jusqu'à ici. La case de santé construite par les villageois ne fonctionne presque plus. Les habitants veulent une structure sanitaire en bon état. Notre case de santé n'est plus opérationnelle. Nos malades sont obligés de dépêcher des pirogues pour aller à Foundiougne. L'accès à l'eau potable est aussi un casse-tête à Félir. Notre château d'eau est également en état de développement très avancé. Puis l'eau est sommatrée. On est obligé d'aller acheter de l'eau douce à Foundiougne. Comme beaucoup de localités insulaires de la région de Fatick, Félir est aussi menacé par l'avancée de la mer. Les pêcheurs et les femmes vendeuses de poissons vivent dans la précarité depuis quelques années. Ils exerçaient leur commerce à Ndahanga et avec la mise en service du pont de Foundiougne, les clients ne s'arrêtent plus pour acheter le poisson et d'autres fruits de mer. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Construction du centre de santé de Kaolack. Les travaux sont à l'arrêt depuis 2018, ce qui irrite les habitants de Kanda Diakhao. Ils indexent une gestion nébuleuse du chantier. Et comme l'occasion fait le larron, dit l'adage, ils en ont profité pour évoquer les problèmes qu'ils rencontrent, problèmes souvent liés au drainage des eaux pendant l'hivernage. Fatoumbo. L'inachèvement du deuxième centre de santé de Kaolack plonge les habitants du quartier Kanda Diakhao dans un désarroi total, exacerbé par la présence d'animaux sauvages qui créent un sentiment d'insécurité. Ils dénoncent une gestion opaque et alertent
les autorités. Le sentier est devenu le réfugié des délinquants qui ne cessent de fréquenter les lieux. Les chiens errants qui nous causent énormément de problèmes avec nos enfants. Nous interpellons le ministre de la Santé. Le promoteur ou l'entrepreneur en question, nous lui mettons à garde. Cette situation affecte profondément la communauté. Ce centre de santé polarise les habitants de Medina Bay, Kawoun et même Kaolak. Et en cette période, les femmes enceintes souffrent le martyre et d'autres difficultés. Nous sollicitons vraiment l'achèvement de ces travaux. De plus, les habitants expriment leurs préoccupations quant au problème de drainage des eaux pluviales, exigeant des explications sur le financement des travaux nécessaires. Nous confrontons aussi des situations inédites, inacceptables à cause des inondations, dont nous paierons de lourdes tributs, car toutes les eaux de Kaolak déversent ici. Le canal aussi nous cause énormément de difficultés. Cela nécessite une enquête approfondie parce que l'État a mis de gros moyens sur ces travaux, mais ça n'a servi à rien du tout. Ils sont nombreux, ces résidents de Kanda Tchahao, qui expriment leur inquiétude face à l'arrêt des travaux du centre de santé depuis 2018, critiquant la gestion du promoteur. Ils réclament un audit financier. Fatou Kaolak, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Bénin d'abord, l'équipage du bateau suspect échoué fin juin dernier donc, placé sous mandat de dépôt. C'est le début du volet judiciaire de cette affaire. Les membres de l'équipage seront jugés mi-août pour trafic de produits pétroliers notamment. 3 hauts gradés béninois sont aussi placés sous mandat de dépôt. C'est lundi soir que les enquêteurs ont présenté une vingtaine de personnes au procureur spécial de la Criette. Mario Metonou, au début de l'affaire, avait mis en place une commission d'enquête. Il a placé 18 personnes en détention provisoire. Selon nos informations, ces personnes seront jugées le 14 août prochain pour trafic de produits pétroliers, navigation sans titre et abus de fonction. Les 14 membres de l'équipage sont concernés, mais ce n'est pas tout. Selon RFI, 2 officiers de la Marine nationale et un officier de la police béninoise sont également placés sous mandat de dépôt dans la même affaire. Ce navire avait été qualifié de douteux et de navire de trafic inconnu légalement au Nigeria. Il transportait uniquement du carburant. Toujours visible dans les eaux, le navire n'a pas bougé. On l'aperçoit en longeant la route des pêches. Le pompage des 250 000 litres de gasoil est terminé. C'était la priorité, avaient déclaré les autorités béninoises pour éviter une pollution. Un tragique accident ce matin en Afrique du Sud. Un accident d'un minibus scolaire dans la province de Gauteng qui comprend Johannesburg et Pretoria. 13 morts, dont 12 enfants et le conducteur. 7 autres enfants ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital. L'accident est survenu ce matin lorsque le minibus qui les amenait à l'école s'est renversé et a pris feu après avoir heurté un autre véhicule. Ce n'est pas arrivé depuis le début de la guerre un chef d'État ou de gouvernement en visite au Soudan. Il s'agit du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui est au Soudan depuis hier à Port-Soudan, capitale provisoire du Soudan. C'est la première visite, vous l'avez dit, d'un chef d'État ou de gouvernement au Soudan depuis le début du conflit, avril 2023. Selon un communiqué du Conseil de souveraineté au pouvoir, cette visite marque la dernière étape de l'engagement de Abiy Ahmed à trouver des solutions durables pour la stabilité du Soudan. Hors du continent, à Gaza, une école qui accueillait des déplacés a été touchée par une frappe israélienne. Une trentaine de personnes tuées. Le bureau de presse du Hamas a dénoncé un massacre terrible. Les victimes sont pour la plupart des enfants et des femmes. Le sommet de l'OTAN, il s'est ouvert hier à Washington par une célébration des 75 ans du traité de l'Atlantique Nord. À cette occasion, le président américain Joe Biden a prononcé un discours pour réaffirmer la force de l'Alliance et son soutien à l'Ukraine. En France, pour terminer, Marine Le Pen a été réélue ce matin à la tête du groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Elle devrait présider un groupe RN d'au moins 123 élus contre 88 avant les législatives anticipées. Avec les alliés d'Éric Ciotti notamment, l'extrême droite devrait compter quelques 143 parlementaires.
dans la nouvelle assemblée. Merci beaucoup Georges Detchedio pour compléter justement votre journal international. La Banque mondiale qui nomme un nouveau directeur pays pour le Maghreb et Malte. Il s'agit de monsieur Ahmadou Moustapha Ndiaye qui devient donc le nouveau directeur pays pour le Maghreb et Malte de la Banque mondiale. Monsieur Ndiaye va donc diriger les engagements de la Banque mondiale avec les gouvernements algériens, libyens, maltais plutôt, marocains et tunisiens, ainsi qu'avec les partenaires de développement et d'autres parties prenantes. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines informations. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, recensement de la population, le rapport de l'ANSD qui fait état d'une déscolarisation des jeunes au Sénégal. Quelle analyse en faire et quelles solutions? Pour en parler tout à l'heure dans la rubrique Point de vue, donc nous serons avec le professeur Yuri Sall, expert en éducation, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger, et Siley Gorbalsi, président de la coalition nationale Éducation pour tous. RFM Sport. Maladian Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Allez, on commence par la Coupe d'Europe. L'adversaire de l'Espagne en finale sera connu ce soir. Entre les Pays-Bas et l'Angleterre, quelle sera la nation qui ira défier la Roja en finale de cette Coupe d'Europe des Nations? Réponse avec cet élément de Cheikh Tidiane Diaye. Qualifiés en tant que meilleur troisième du groupe D, les Oranges n'ont pas éprouvé de difficultés réelles à étrier la Roumanie 3-0 en huitième de finale. Bousculés en quart de finale, les hommes de Ronald Koeman ont réussi à s'en sortir face à la Turquie 2-1. 36 ans après leur premier et unique sacre à l'Euro, les Néerlandais pensent reconquérir l'Europe. Mais le chemin pour la finale s'annonce plus ou moins compliqué. Pour la deuxième fois en 5 ans, les Pays-Bas et l'Angleterre se croisent en demi-finale, les Néerlandais étant sortis vainqueurs après prolongation du duel les opposants en Ligue des Nations en 2019. 5 des 8 derniers matchs entre ces deux nations sont soldés par un résultat nul après 90 minutes. Les Three Lions, après un match prometteur contre la Serbie, ont eux par la suite déçu, ne parvenant plus à gagner dans le temps réglementaire, alors qu'elle n'affiche qu'une seule défaite lors de ses 9 derniers affrontements. Face à l'Angleterre, la sélection néerlandaise victorieuse du dernier duel en juin 2019 semble être capable de réaliser une nouvelle grosse performance face aux Anglais, dont le jeu proposé est décrié par l'ensemble des observateurs. Le vainqueur de cette rencontre défiera l'Espagne en finale. L'Espagne qui a battu hier avec la manière la France 2-1 pour valider sa place en finale. La Copa América ce soir, suite des quarts de finale. Après la qualification pour les demi de l'Argentine, l'Uruguay, l'autre favori, joue en quart. Ce sera à partir de 0h contre l'équipe de la Colombie. Sidat Sarr qui parle pour la première fois de sa nouvelle mission sur le banc de Teungueth FC. Sidat Sarr, le nouvel entraîneur de l'équipe de Teungueth FC, qui a fait une sortie à la veille du tirage au sort du tour préliminaire de la Champions League africaine, puisque Teungueth FC sera le représentant du Sénégal. Une première sortie dans laquelle Sidat Sarr a parlé de son choix, pourquoi il a accepté de prendre le banc de Teungueth FC, quelles sont ses ambitions au niveau national avec Teungueth FC, mais également c'est quoi le but de la participation à la Ligue des champions africaine, un entretien assez large dans lequel Sidat Sarr a déclaré et donné beaucoup d'informations. À Sodetiam, nous aurons le plaisir. L'élément est bien. Oui, nous aurons le plaisir de suivre un peu Sidat Sarr, qui est un entraîneur assez connu au niveau national, qui a pu également faire ses preuves à travers son passage dans différentes équipes. Sodetiam, que nous allons écouter dans ce reportage. Après avoir fait ses preuves à l'US Gorée, l'Olympique de Ngor, Thiès FC, Njambour de Louga et la Sonacos de Diourbel, Sidat Sarr est porté à la tête du club champion du Sénégal, Teungueth Football Club. Le technicien revient sur son choix. Pour moi, l'aspect que j'ai privilégié, c'est un challenge. L'aspect 2, c'est une lourde héritage, parce que hériter d'une équipe qui vient d'être champion n'est pas facile. L'autre aspect qui est important, c'est qu'une équipe qui va dans un mois jouer les préliminaires de la Ligue des champions africaine, qui peut être un atout, qui peut être un challenge. Là, ce qui m'a motivé, c'est une équipe qui connaît ce challenge parce qu'ils l'ont déjà joué. Et puis tout entraîneur rêve de jouer dans de grandes compétitions. Sidat Sarr a hérité du club qui doit représenter le Sénégal à la Ligue africaine des clubs champions. Mais le technicien rassure. Je pense que moi,
je ne fais que les accompagner parce que c'est une équipe qui connaît l'Afrique. Moi aussi, je suis pas un novice parce que j'ai été entraîneur, j'ai fait 2 fois la Coupe d'Afrique avec l'Olympique de Ngor, avec les équipes nationales. Donc je pense que d'un commun accord, je pense qu'on peut trouver la solution vraiment pour atteindre l'objectif premier, c'est de rejoindre les matchs de poule, qui ne sera pas facile aussi. Le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions est prévu ce jeudi, mais pas d'inquiétude pour Sidat Sarr. Toutes les équipes qui vont venir là-bas, ce sont des champions. Mais moi, ce que je pense, je prie pour au moins avoir une équipe où on a la possibilité vraiment de passer le cap du deuxième tour. Pour l'atteinte de l'un des objectifs assignés, le club de Rufisque n'a pas perdu de temps concernant les recrues. À mon arrivée, j'ai rien dit, j'ai dit, écoute, vous avez des postes que vous devez renforcer, donc moi, je ne fais que faire la continuité. Féliciter Cherké, qui a fait un excellent travail pour devenir champion du Sénégal. Ils sont actuellement au nombre de 6. Le club de Rufisque va démarrer sa préparation dès ce lundi 15 juillet. L'équipe de Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar sont les représentants du football local en compétition africaine. Teungueth pour la Champions League, Jaraaf pour la Coupe CAF Barthélémy. Merci beaucoup Malal Diane Junior. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le Sénégal, une population qui devrait bientôt doubler. L'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, n'est pas en train de compter les bébés, non, mais les dernières statistiques sont formelles. Notre pays, à ce rythme de croissance démographique, va bientôt atteindre 36 millions, ce dans moins de 25 ans. Bosby Le Jour, qui prend très au sérieux l'alerte du DG de l'ANSD, hisse son propos en première page. Rémi Quotidien, qui lui aussi s'intéresse au phénomène, constate pour sa part désormais que les hommes passent devant en supériorité numérique, 50,6% de la population. Autre information relatée par le journal L'Espérance de vie qui passe de 64 à 68 ans en 2023. Autre révélation de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la lancinante question du chômage des jeunes au Sénégal. Situation critique pour les jeunes, pointe Walfatri. L'info qui va au détail dessine un tableau plus sombre. Le journal révèle une population peu scolarisée, les filles plus que les garçons, et Ziguinchor, la région qui a le taux de fréquentation scolaire le plus élevé. Là, ça donne des chiffres, 18,2% au préscolaire, 81%, au primaire, 50%, au moyen et 30% pour le secondaire. L'Obs parle de curiosité du recensement avec une dure réalité des chiffres. Au-delà de l'inactivité des jeunes, nous dit le confrère, les hommes sont les plus nombreux à mourir, mais sur mortalité aussi des mères âgées entre 45 et 49 ans. Le journal nous dit que les chiffres de la démographie cachent toutefois des disparités. L'infécondité préoccupante des femmes vivant en ville qui se marient tard et qui font de moins en moins d'enfants. Le journal Les Échos informe lui aussi que nous sommes 18 millions d'habitants, dont plus d'1 million de Sénégalais résidents absents. Les hommes partout plus nombreux sauf à Diourbel. La population croît vite et elle quadruple pratiquement en 50 ans, mais la courbe a amorcé un début de décroissance. Baisse de la fécondité, on passe de 5,1 enfants en 2013 à 4,2 enfants en 2023. Les hommes célibataires représentent plus de la moitié de la population, 54% contre 37,1% pour les femmes célibataires. Un ménage sur 4 dirigé par une femme. Commentaire de Sucré Salé du quotidien. Eh bien, les nouvelles autorités ont fort à faire. Il s'agit de désagréger les données pour apporter des réponses par des politiques publiques dignes de son nom. En attendant, par presse interposée, l'exécutif et le législatif se crêpent le chignon. Abdoumou ne lâche pas Ousmane Sonko, lettre ouverte du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, une si longue lettre sur le drame de l'immigration. Il demande des explications. Pour le journal Les Échos, Abdoumou a avaré Ousmane Sonko avec une question écrite. Avec cette question provocatrice, quelles mesures, M. Sonko, entendez-vous apporter à cette brave jeunesse dont la bonne foi a été abusée par vos utopiques promesses? Tribune qui prend la balle au bon nous dit qu'à cause des derniers déguerpissements, les ambulants, Ada et Adji, c'est des noms de marchands ambulants, ils ont péri à mer sur la route de l'aventure. Le journal rappelle que Sonko a commencé à décevoir les jeunes, alors même que c'est eux qui l'ont pratiquement élu, porté à bout de bras. Bosby Le Jour fait focus sur la mise à jour du règlement intérieur. Le journal parle de jeu de députés. Accord sur la modification du règlement intérieur, le groupe Benno veut pousser aussi Ousmane Sonko à la faute par
par une DPG hors de l'Assemblée. Pour Aïdji Mergad Kanouté, la procédure ne sera ni bâclée ni bousculée. Ponce d'Abbasfal de PASTEF, si Bello prend son temps, eh bien le Premier ministre fera sa DPG comme promis. Abambaï de Tahaou affirme lui que tout le monde peut humilier l'Assemblée sauf Ousmane Sonko. Et puis sport pour boucler la seconde demi-finale de la Coupe d'Euro 2024 Angleterre-Pays-Bas ce soir à 19h. Titre du journaliste Stade quotidien Free Lions, Timoré Orange d'attaque à suivre sur nos antennes. Hier, à 19h, la France éliminée par l'Espagne sur la marque de 2-1. Mbappé et compagnie rentrent à la maison. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, recensement de la population, le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui fait état d'une déscolarisation des jeunes au Sénégal. Quelle analyse en faire et quelles solutions? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Youri Sall. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en éducation, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Notre deuxième intervenant, c'est Gorbalsi. Monsieur Si, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes le président de la coalition nationale éducation pour tous. Alors la première question justement au professeur Youri Sall, le rapport de l'ANSD sur le recensement de la population qui révèle que le Sénégal a une population relativement peu scolarisée avec une faible proportion ayant effectué une formation professionnelle. Alors ça vous surprend vous en tant que professeur? Bonjour M. Ngom et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Non, ça me surprend guère, ça ne surprend aucun observateur parce qu'on sait bien que la scolarisation en elle-même n'était pas exhaustive, n'était pas universelle. On a scolarisé autour de 75% par génération. Maintenant, ce qui est nouveau, effectivement, c'est la déscolarisation, mais la non-scolarisation était là. La déperdition, comme on dit, l'abandon et puis rejet et redoublement étaient constants dans le système éducatif, donc rien de nouveau. C'est un constat qui valide les observations qu'on avait avant. Donc ça veut dire, à vos yeux, le mal est profond alors? Le mal est profond, M. Ngom. C'est le système éducatif qui n'est pas performant. Le rendement est très faible et l'universalisation n'est pas encore là. L'universalisation de l'accès à l'école n'est pas encore là. Donc j'ai dit, on scolarise 75% par génération. Ceux qui sont âgés de 7 ans aujourd'hui, c'est autour de 500 000 enfants qui sont âgés de 7 ans. Si on suit, on va escolariser 75% d'entre eux et on aura 30% qui auront le BFM, on aura 5% qui vont avoir le bac. 5% par génération, et on aura 2% qui auront la licence, donc diplôme vraiment de l'enseignement supérieur. Ailleurs, en Europe, ils sont à 30% de licenciés par génération. Donc, vous voyez, c'est le système depuis le début qui est comme ça. On a un peu banalisé vraiment le taux de déperdition. Le niveau de réussite est très bas, moins de 50%, souvent au niveau du bac. On l'a banalisé comme si c'est rien du tout. Ça devait mobiliser tout le monde, tous les acteurs éducatifs et tous les responsables en disant qu'on ne doit pas être en dessous de 50% de taux de réussite au bac. Donc, depuis des années, on traîne ça. On a rarement dépassé 50%, et ça, c'est gravissime pour un système éducatif qui doit être performant, qui doit amener au moins, comme le disent les Français, 80% de bacheliers par génération. Mais on est à moins de 50%. Et on est à 55% de bacheliers par génération. C'est peu. Et on nous dit qu'on doit vraiment avoir 2% dans le système éducatif. 2%, ça, c'est tout un indicateur des Européens. Nous, avec vraiment la proportion des jeunes, on l'a vu, on a presque l'âge médian, c'est 19 ans. Donc, on doit au moins avoir 3% de la proportion de la population au niveau du système éducatif, parce qu'on a beaucoup de jeunes. D'accord. Donc, à vous entendre parler, c'est le système même qui ne favorise pas. Le système, donc, il faut revoir le système. Siley Gorbalsi, le taux brut de scolarisation en 2023 pour le préscolaire était de 18,2%. 81,0% pour le primaire, 50,6% pour le moins secondaire et 30,3% pour le secondaire. Vous m'excusez. Alors, à ce rythme-là, est-ce que aujourd'hui il y a lieu de se poser des questions, il y a lieu de revoir le système éducatif sénégalais? Oui, merci. Merci Barthélémy. D'abord, je salue aux auditeurs
Je vous salue et je salue mon frère, le professeur Sari Yurisal. Comme vous l'avez dit, c'est le problème du système éducatif parce que nous avons un taux élevé d'exclus du système éducatif, d'enfants exclus du système. Dans ce taux-là, vous y mettez tous les exclus, c'est-à-dire les non scolarisés et les déscolarisés. Comme vous voulez le souligner, il y a un taux important d'enfants déscolarisés au Sénégal. Ceci est lié à plusieurs facteurs. Par exemple, le déficit d'enseignants. Il y a le déficit d'enseignants au Sénégal. Il y a le problème des salles de classe parce que jusqu'à présent, le nombre d'abris provisoires n'est pas réservé. Donc, il y a un problème quand même d'accès de nos enfants dans nos systèmes. Mais au-delà de l'environnement scolaire, il y a aussi la qualité des enseignements et apprentissages. C'est ça, il y a la qualité. Nous disons une éducation pour tous, mais aussi une éducation pour tous de qualité. Parce qu'il faut quand même renforcer les capacités des enseignants, lui aussi mettre les enseignants aussi dans de bonnes conditions de travail, ce qui veut dire pour avoir des bons enseignements apprentissages, lui permet quand même de dérouler les apprentissages dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences de cette situation, M. Si? Oui, les conséquences, c'est des conséquences qui ne sont pas vraiment favorables pour quand même le développement économique et social, parce que pour de notre pays, parce que pour un développement social, il faut quand même une jeunesse éduquée, formée et quand même qui trouve aussi de l'emploi pour pouvoir quand même développer ce pays-là. Donc si on a un nombre important d'enfants qui sont dans la rue, qui ne sont pas scolarisés ou bien qui ne sont pas formés, ça vraiment du coup ne favorise pas quand même le développement économique et social de notre pays. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Si. Professeur Yuri Sall, à vous entendre parler, on a l'impression que c'est l'école même en elle-même qui ne garantit pas un avenir meilleur aux enfants, surtout quand on fait focus sur les déperditions scolaires ou les enfants qui abandonnent leur cursus scolaire pour s'orienter vers d'autres perspectives. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré le curriculum, toutes les réformes engagées, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, M. Ngom, il y a effectivement un problème de contenu, de qualité. Mais avant cela, il y a un problème de répondre aux besoins d'éducation de la société, de relever le niveau d'éducation de la population et faire accéder toute la population à un certain niveau d'instruction. C'est ça le problème. Vu la croissance démographique du Sénégal, 2,7% environ, et si on garde la même structuration, c'est-à-dire dire que 6 ans de primaire, 4 ans de collège, 3 ans de secondaire, ça ne correspond pas à notre structure démographique. Ça, c'est pour les Européens qui ferment des classes, primaires parce qu'ils n'ont pas assez de jeunes. Mais nous, on a tout le temps besoin au moins de 400 classes supplémentaires par année au niveau primaire. Donc, c'est la structuration. Il faut revoir ce système-là de 6 plus 4 plus 3. Et parce que si on avait une éducation de base, 9 ans, on doit garder chaque enfant du Sénégal 9 ans dans le système éducatif. On va relever le niveau d'instruction de la population et peut-être atteindre une certaine qualité. D'abord, il faut avoir quand même une réponse universelle aux besoins d'éducation d'abord. Il faut viser cela et après maintenant, essayer d'améliorer la qualité. Les deux vont ensemble. Mais si on reste comme ça, avec la structuration de la France, des Français, on ne va pas s'en sortir avec notre croissance démographique. On aura du mal à répondre à la demande d'accès à l'éducation au niveau primaire d'abord, parce qu'on n'aura pas assez de classes, c'est très difficile à construire. Et au niveau supérieur, ça va créer des problèmes. On a beau construire des universités, ça ne va pas suffire, vu la croissance démographique et la croissance du nombre de bacheliers par année. Même si on a une université numérique, ça ne va pas suffire. Donc, c'est la structuration de notre système éducatif. Il faut faire 9 ans, donc tout le monde 9 ans, maintenant avoir 4 ans, ça c'est le secondaire, le pré-universitaire, et avoir vraiment le niveau supérieur. On l'a fait au niveau LMD. On a maintenant 3, 5, 8. 3 pour licence, 5 pour master et puis 8 pour doctorat. Mais au niveau moyen, secondaire, primaire, on a gardé la structuration. La France qui ne convient pas, qui ne correspond pas à notre structure démographique. C'est ça la difficulté.
D'accord. L'éducation, en tout cas, l'éducation, c'est la formation, c'est l'instruction. Instruire quelqu'un, donc, pour essayer pour permettre à cette personne-là d'avoir vraiment des qualités pour faire face à la réalité mondiale, en quelque sorte développer l'être humain dans sa globalité. Aujourd'hui, les conséquences sont déjà là si on a une population jeune déscolarisée. Oui, comme vous l'avez dit, M. Ngom, le but de l'éducation d'abord, c'est de préparer un élément de la société. Quelqu'un qui doit vivre dans notre société, à nous, et qui doit s'y épanouir, qui doit connaître l'ensemble des valeurs de cette société-là pour que la cohésion demeure. Donc c'est l'homogénéisation de la société. C'est ça le rôle de l'école d'abord. C'est ça l'éducation. Maintenant, quand on monte un peu au niveau secondaire, on commence à avoir des vocations, préparer quelqu'un à vivre lui-même individuellement, à vivre dans son monde, dans son univers. Mais d'abord, c'est la création de la société qui doit nous préoccuper au départ, au niveau du système éducatif. Parce que c'est une prolongation du système éducatif familial. C'est la même chose. Hein? C'est l'éducation de la famille qu'on doit prolonger au niveau primaire jusqu'au niveau collège. Donc 9 ans après, la famille et les acteurs du système éducatif vont ensemble, travailler ensemble pour que la société demeure, existe et soit homogène et soit cohérente. Et après maintenant, on a vraiment d'autres développements, d'autres vraiment préoccupations, préparer l'individu, lui donner des compétences pour qu'il puisse vivre lui-même et avec sa famille. Maintenant, on dépasse la société. Mais avant cela, il ne faut pas rêver. L'éducation, c'est pour avoir une société vraiment qui permet de vivre ensemble. D'accord. Merci beaucoup, professeur Yuri Sall. Siley Goroubalsi, je termine avec vous, bien sûr. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous recommandez aux autorités? Est-ce que les résultats de ce rapport sont alarmants? Oui, nous recommandons aux autorités, et nous avons toujours eu à faire des propositions allant dans le sens d'améliorer l'accès à l'éducation et du coup réduire le nombre d'enfants non scolarisés et déscolarisés. Donc à cet effet, comme vous le savez, au Sénégal, nous avons par exemple 3 ministères qui gèrent le système éducatif de notre pays. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, nous avons le ministère de la formation professionnelle, nous avons le ministère de l'enseignement supérieur. Il faut quand même qu'il y ait plus de synergie et d'harmonie dans la mise en œuvre des actions au niveau de ces ministères-là. Parce que le problème sérieux de la déscolarisation est lié par exemple, au niveau des débouchés. Nous, on a eu à faire des études. On demande certains parents pourquoi vous n'amenez pas vos enfants à l'école. Ils nous disent oui, parce que nous avons nos enfants qui ont des diplômes, mais à la suite, ces diplômes-là ne servent à rien. C'est pourquoi nous préférons les amener à aller faire la pêche ou autre chose que d'aller à l'école. Vous voyez, donc il y a un problème quand même sérieux de prise en charge de ces jeunes qui viennent de ces établissements scolaires. Là, c'est vraiment très important. Il y a une étude aussi de l'USAID qui a été menée ici. Il y a plus d'1 million d'enfants qui ne sont pas allés à l'école. Quelles sont les causes, par exemple, de cette? Il y a des modèles alternatifs qui étaient là au Sénégal, par exemple, comme les écoles communautaires de base. C'est des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. On récupère et avec les langues nationales, on peut former ces enfants-là et leur trouver, par exemple, des emplois et des activités productives. Mettre l'accent sur la formation professionnelle. Cette situation alarmante de la déscolarisation de notre pays. Mettre l'accent sur la formation professionnelle, en somme. Sur la formation professionnelle et quand même surtout les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui sont là, qui sont déscolarisés et qu'on puisse quand même récupérer et les former avec le français et les langues nationales et pour trouver quand même des activités productives. Merci beaucoup à Siley Goroubalsi, président de la Coalition nationale éducation pour tous. Merci également au professeur Yuri Sall, expert en éducation, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté dans moins de 12 minutes par Eladji Ndiogou. Bonne suite de programme. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngo, mise en onde Abdoulaye Diop, digital Maïssa Mbaye, chef d'édition Mama Soukan, Awambaye, Eladji Ndiogou était à la réalisation. Il sera là tout de suite à 13h donc pour le journal en wolof. Bonne suite de programme sur la RFM. Publicité sur RFM.